Cette semaine, dans le balado, on démasque une taupe, on sauve notre copine et on passe un séjour étrange en compagnie d'un chanteur. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Tous les chanteurs sont étranges. Ouais. Mais certains plus que d'autres. Certains un petit peu plus que d'autres, oui. C'est ça. Là, on est dans la catégorie d'un genre de Prince, peut-être. Je sais pas si c'était l'influence. Ouais, je pense qu'il y avait... On y reviendra, on parle d'opus. Ici, je pense qu'il y avait plusieurs grandes égéries de la chanson comme ça. Là. Moi, c'est sûr, je trouve qu'il y a un look Peter Gabriel, mais je pense pas que c'est dans son attitude et tout. C'est juste parce que c'est John Malkovich rasé. Qui est pas mal rendu son look maintenant habituel, non? Il est pas... Malkovich? Ouais, oui, je pense qu'il est ça, chauve et qu'il est toujours comme ça. Là, mais je veux dire, c'est le côté films. chauve qui me rappelle Peter Gabriel, c'est pour ça. Mais je pense qu'on est plus dans le Bowie, Prince. On est tout désordonné là, à déjà parler d'opus comme ça. Donc, c'est quand même une grosse semaine. En fait, c'est un gros mois de mars. Il y a chaque semaine déferlante de sorties, 5-6 nouveautés. Tous les coups. Fait que oui, tout à fait. Cette semaine, quand même, beaucoup de choix très variés pour tout le monde. Mais avant de parler de ces sorties-là, écoute, ça a été une semaine très tranquille aussi en termes d'actualité. J'ai noté 2 choses. Vas-y. La première, moi, qui a fait plus une vraie nouvelle plus une rumeur, peut-être. Fait qu'allons avec la vraie nouvelle. On a confirmé un gros morceau, je pense, de casting pour Spider-Man 4. Qui s'en vient. Le tournage va débuter cet été. Sadie Sink, qui joue Max dans Stranger Things, se joint à la production. Qui était dans The Whale. Oui, effectivement. Ça. Évidemment, on n'a pas dit quel personnage elle va incarner, mais selon son look... Tout est désigné, je pense qu'elle va jouer la prochaine Gwen Stacy, qui avait été incarnée par Emma Stone dans la version Andrew Garfield et par Bryce Dallas Howard dans la version Sam Raimi. Le temps d'un film. Le temps d'un film, le 3e film. Mais qui devait revenir dans les autres suites, finalement, qui n'ont jamais eu lieu. Je pense que ça va être important. Si c'est le cas, ça va être une importante indication, je pense, sur où l'histoire va aller. Parce qu'on sait que, en fait, dans la première version de Sam Raimi et la version de Marvel, on a quand même inversé un peu les amourettes, l'historique des personnages. Mais quand de Marvel, tu veux dire... Du MCU, la version de Tom Holland, où c'est Mary Jane, en fait, son premier amour, c'est Mary Jane. Il y a juste avec Andrew Garfield que c'était Gwen Stacy. Et qui est la vraie version des bandes dessinées, effectivement. C'était vraiment son premier amour, qui est décédé aux mains du Green Goblin, et c'est par après qu'il va sortir avec Mary Jane... Watson. Donc, là, si on prend pour acquis que Peter Parker, on sait que le 3e film se terminait où tous les gens avaient oublié qui il était. Donc, va peut-être développer une nouvelle idylle avec Gwen Stacy, peut-être tout en étant tiraillé avec son amour envers Mary Jane. J'ai hâte de voir. On annonce peut-être un triangle amoureux. Mais moi, j'adore Sadie Sink, honnêtement, puis je pense que c'est un bon choix de casting, peu importe le rôle qu'elle va jouer. C'est une comédienne que j'adore beaucoup. Je trouve que beaucoup de caractère. Ça fait penser d'ailleurs un peu à Emma Stone. Sinon, dans la catégorie un peu rumeur, je trouvais ça juste drôle parce que des fois, les souhaits peuvent mener loin. On l'a vu avec Scarlett Johansson qui rêvait de jouer dans les Jurassic World. Et en fait, Jurassic Park, peu importe. Et là, c'est Jenna Ortega qui a manifesté son souhait de joindre la franchise Gremlins, alors que le 3e Gremlins est en écriture. Alors, écoute, peut-être qu'elle pourrait jouer la fille de Phoebe Cates et j'ai oublié le nom de l'acteur, le principal des 2 premiers. Comme elle a fait dans Betelgeuse, finalement. Peut-être, ce serait peut-être son... Mais c'est toujours dans l'horreur, hein? Je sais pas si elle va être coincée là à jamais, là. En tout cas, l'avenir nous le dira. Elle aime ce genre-là, faut croire. Qui est un peu quirky. On va la revoir dans 2 semaines dans Mort d'une licorne, Death of a Unicorn, qui est aussi comédie d'horreur machin, là, qui a été présentée à South by Southwest cette semaine. Donc, à suivre pour Jenna Ortega, qui se cherche peut-être une nouvelle franchise. Sinon, j'allais dire, nouvelle bande-annonce. Oui. On avait eu un tout petit bout là, pour nous mettre en appétit. En appétit. Mais là, la première bande-annonce, donc 2 minutes et demie pour F1 de Joseph Kosinski, donc lui qui était derrière, entre autres, le dernier Top Gun Maverick. Et on sent qu'on va être dans le même genre pas d'armée, là, mais tu sais, action, sport, tout à fait. Et surtout des prises de vue, je pense qu'on n'aura jamais... Couper le souffle.
vraiment... Oui, mais surtout, effectivement, qu'on n'aura jamais, parce que ça met en rôle en scène Brad Pitt, Damson Idris, moins connu, mais qui va jouer le jeune cocky, Kerry Condon, Javier Bardem, puis des vrais pilotes dans leur propre rôle, Lewis Hamilton et d'autres dont je ne me souviens plus par cœur de leur nom. Est-ce que notre Québécois est dedans? Écoute, je pense pas, mais peut-être. Je suis tellement pas la Formule 1. Nonobstant, je suis très excité par ce film-là. Ouais. Je pense que ça va être quand même un blockbuster, là, on s'en cache pas, mais qui sont allés tourner dans des vrais des championnats, comment on appelle ça? Dans la vraie saison grands de course, prix, dans des les grands grands prix, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'ils tournaient après les essais, les journées libres, gardaient la foule, les pistes, les autos, demandaient... Fait que c'est des vrais pilotes qui ont fait certaines séquences, et etc. Fait que je pense que ça va être très enlevant comme film. Le 27 juin. Ouais. Donc, et c'est un budget astronomique parce que les rumeurs disent que le budget aurait déjà atteint les 300 millions de dollars sans le marketing. mais là, donc, c'est mieux d'être... ça va se battre au portillon parce qu'il y a aussi Mission Impossible qui sort un mois avant, le 30 mai, 23 mai, je me souviens plus. Puis lui aussi, on parle d'un 400 millions puis du plus cher rang à tout jamais. C'est sûr que d'un certain point, ils sont toujours de plus en plus chers parce que ça coûte de plus en plus cher à produire, à voyager, à faire quoi que ce soit. Là. Fait que c'est un peu normal que la facture monte, mais quand même, elle monte beaucoup et tout. Fait que eux autres, ils vont vouloir avoir leur retour sur investissement. Ouais, mais dans le cas de Formula One, c'est quand même produit par Apple, il faut le souligner. Ouais, fait qu'eux sont quand même un peu moins stressés. C'est ça. Mais je pense quand même. Puis je crois qu'il y a un peu... faudrait que je revoie, mais tu sais, Top Gun Maverick était très américain parce qu'il avait fait presque 700 ou il avait peut-être atteint 700 millions aux États-Unis et un autre genre de 900, fait qu'il avait fait 1,5 milliard. Là, je vote de mémoire, là, peut-être un peu plus, un peu moins. Puis... mais je là, pense pas que ça va être le cas. Non, c'est ça. Il fera pas 700 millions, mais je pense qu'il peut aller faire 1 milliard si la promotion internationale est bonne. La Formule 1, c'est un des sports de riches, mais internationalement reconnu dans toute la... Oui, beaucoup plus écouté à l'international qu'aux États-Unis. Mais ton marché est quand même limité. Ça veut dire que même si au Royaume-Uni triple là-dessus, c'est quoi les meilleurs chiffres de Royaume-Uni pour un film? 40 millions, mettons? Genre, peut-être. Fait que il faut que ça marche en Chine. Il faut que ça marche en Asie. Clairement. Ouais. Ça va être à suivre, donc 27 juin. Oui, 27 juin pour F1. Nous serons là. Parfait. Alors, attaquons les films de la semaine. Oui, il y a des thèmes connectés à tout ça. Là. On est beaucoup dans l'espionnage, dans le coup de poing d'en face, etc. Débutons peut-être avec Black Bag. De Steven Soderbergh. Le sac noir, le 39e film de Steven Soderbergh. Peux-tu croire? Ouais. Le 2e en 2 mois. Lui, il part comme ça, sur des chires qui en sort 3-4 en dedans de 2 ans, puis après ça, pendant 3-4 ans depuis. Mais... Puis j'ai su que lui, c'est vraiment un passionné. Là. Il écoute énormément de films et de séries télé. Il est à jour dans toutes. Puis il lit aussi beaucoup de livres. Fait que je pense je sais pas s'il est dans la routine de ceux qui dorment 4 heures par nuit et tout, mais il est assez didactique, je pense, pour arriver à compléter autant. Là, c'est ça, techniquement, je pense qu'il est à la retraite, mais... fait quand même des films et tout, fait que je sais pas ce que ça veut dire à ce moment-là, sa retraite, là. Ou c'était peut-être qu'il a pris une pause de 2 ans, puis là, il est revenu, là. Fait que, autre film scénarisé par David Koepp, je dis autre parce que leur essai fantomatique, dont le nom m'échappe, mais qui est sorti... Presence, sorti il y a 2 mois, c'était ce duo-là aussi. David Koepp, qui est un scénariste de renom, entre autres les premiers Jurassic Park. On vient toujours à parler des mêmes affaires. Premier Mission Impossible. Ah, ben voilà. Il s'y connaît en termes d'espionnage. On parle juste des mêmes affaires tout le temps, finalement. Ça met en scène une belle brochette de comédiens britanniques. C'est ça, j'ai oublié de rechercher un peu, peut-être tu le sauras. C'est que c'est un film américain ou c'est un film britannique? Focus Feature, je pense que c'est britannique. C'est britannique, OK. Ça. Puis, c'est ça. Mais Steven, lui, c'est un Américain. Oui. Exact. Mais là, fait que c'est Michael Fassbender, Cate Blanchett, Naomi Harris, qui avait aussi joué Moneypenny dans les derniers James Bond. Effectivement. On est là-dedans. Marissa Abela, qu'on a vu récemment dans le biopic Amy. Pierce Brosnan, qui a joué dans des James Bond aussi. Voilà, il y a une petite connexion. Plein d'anglais, plein d'espionnage. On suit principalement Michael Fassbender, qui est en couple avec Cate Blanchett, et ils sont 2 agents secrets. Pas autant dans l'action que James Bond, par exemple, avec le MI6, mais... dans l'analyse. Ouais, c'est ça. Plus dans l'analyse. On sent que les affaires sont beaucoup par drone, par espionnage, par caméra, où ils doivent jouer un peu des rôles pour obtenir des informations.
Et il va être chargé de démasquer une taupe. Et très rapidement, la scène commence, il se fait donner la mission. Il y a une taupe, peux-tu me trouver ça dans une semaine? Et surtout, voici la liste. Il y a 5 suspects qui sont donc les personnages Marissa Bella, Roger Jean Page, Naomi Harris, puis un autre comédien, j'ai oublié de noter son nom, et Cate Blanchett qui joue sa femme. Donc sa femme est une des soupçonnées, peut-être... ça serait elle la taupe parce qu'elle a accès à différentes informations qui laissent croire que ça pourrait être elle. Fait que est-ce que ton amour va être plus fort que la job, si on veut, que le secret d'État, etc. Ben oui. Qu'est-ce qui va primer sur quoi? Dans ce milieu où ils font constamment que mentir et essayer d'avoir un jardin secret, en fait, le fameux black bag ou le sac noir, c'est pas littéralement une valise dans le film comme dans Ronin ou quelque chose comme ça. C'est l'expression qu'ils utilisent pour dire, ben ça, c'est mon jardin secret. T'sais, hey, t'étais où hier? Ah, black bag, j'ai pas à te le dire. On garde ça de même parce que là, on comprend qu'eux aussi, comme... c'est comme un milieu professionnel, comme mettons des artistes, des chanteurs, on nommait qu'à Mané, c'est comme les comédiens américains sont souvent en couple avec d'autres comédiens américains parce qu'il y a juste ceux qui peuvent comprendre leur réalité puis pas les achaler avec ça. C'est vrai. Fait que les espions couchent avec des espions, sont en couple avec des espions, mais ça crée le problème que tout le monde est des espions, fait que tout le monde se tape ses nerfs, mais... Oui, est-ce qu'ils peuvent se faire confiance? C'est ça, voilà. Fait que tout souvent, les milieux professionnels sont très insidieux entre eux. On est quelque part entre justement des gros James Bond full action et les John le Carré à se casser la tête que t'es pas sûr d'avoir compris au bout du film. Fait qu'on a une histoire plus serrée, c'est un 90 minutes qui est quasiment huis clos, un peu une grande partie se déroule dans la maison, lors de souper. Ces 6 personnages-là, donc, qui sont toujours en train de se confronter, de se poser des questions. T'étais où? Tu fais quoi? T'as ça autour de repas, au bureau, dans la table ronde, des choses comme ça. Puis c'est quand même un film de dialogue et de je sais pas, là, de phrases et de détecteurs de mensonges, finalement. Et il faut souligner que c'est vraiment un film britannique, donc pour les francophones comme nous, c'est un peu rushant pour l'oreille. Il faut être très attentif. Fait que peut-être que c'était tôt le matin. Là, mais je te l'ai accusé pendant le visionnement. J'étais hey, je vais être honnête, là, on écoute toujours nos films en VO puis à la maison aussi, mais là, je rush un peu. Puis toi-même, t'as fait ouais, moi aussi. J'ai compris qu'est-ce qui s'est passé en gros, là, évidemment, mais il y a des subtilités de dialogue que, quand je vais retourner le voir en français, juste pour être sûr d'avoir compris 100%. Mais j'ai bien apprécié. Là. C'est pas qu'ils mumble, là, c'est juste qu'ils... c'est leur accent, tout simplement. Ou des termes qu'on comprend en moins, qu'on utilise moins. Mais ceci dit, après son presence beaucoup plus expérimental, Soderbergh revient quand même un genre plus commercial, même si c'est pas... je dirais aussi populaire qu'Ocean's 11. Ouais, c'est ça. Bien qu'on y retrouve la sonorité, c'est ça, il y a une musique qui veut te dire hey, c'est léger, c'est funné, mais je peux pas décrire ça comme une comédie. Là. Non, moi je le ramène plus à ces films des années 90, The Underneath et The Limey, entre autres, qui The Limey se déroulait en Angleterre aussi. Fait que film quand même... justement à petite échelle, très humain, axé sur les dialogues, sur les personnages, que j'ai bien aimé honnêtement. C'est le genre de film que j'aime bien, qui me fascine. Je trouve que le scénario est bien bâti, les comédiens sont tous très bons. Et moi, la révélation, c'est Marisa Bella qui, justement, tu disais, avait incarné Amy Winehouse dans le biopic. J'ai vraiment trouvé intéressant. Puis j'ai même pas fait le lien au début que c'était elle. C'est par après, juste en faisant un peu des recherches, je disais, ah oui, c'est ça, je l'avais déjà vu, mais je me rappelais plus où. Fait que j'ai bien hâte de la revoir dans d'autres projets. Mais ils ont vraiment une belle chimie. En fait, le groupe, on y croit à leur histoire. Tout à fait, cette bande-là qui semble être quand même amis en dehors du travail parce qu'ils se voient quand même et tout ça. Fait que, si vous aimez les films un peu casse-tête, Black Bag, très, très efficace à ce niveau-là. Puis, je me demande si avoir Pierce Brosnan comme ça, qui joue des boss, un patron dans une firme d'espionnage et tout, est-ce que dans le fond, dans 15-20 ans, ça va être Daniel Craig qu'on va voir reprendre des rôles d'espionnage après qu'il soit Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que sur le plateau, il a fait I'm Bond, James Bond, à l'équipe. C'est sûr, tu demandes, t'as pas le choix. Je sais pas. Soit, ou ça tape ses nerfs. C'est ça, il y a souvent, j'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre. Soit il l'embrasse à fond, puis comme, oui, j'ai été James Bond et tout, puis c'est un peu moi. Ou il fait comme, parlez-moi plus jamais de ça, je veux pas être associé juste à ça, ça fait, tu sais...
20 ans qu'il n'en fait plus puis que je fais d'autres films. Fait qu'il a arrêté. Là. Ou sinon, il a chanté une tourne de ABBA, peut-être. Ouais, dans Mamma Mia et tout. Ben, c'est ça, peut-être. Sinon, écoute, c'est quelque chose qui me fait bien rire chez Steven Soderbergh, c'est que peu de gens le savent, mais c'est lui qui fait sa direction photo et son montage aussi. Ah ouais, OK. Mais il utilise toujours des pseudonymes génériques. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, dans ce cas-ci, pour le montage, c'est une Mary Ann Bernard, Okay. qui est au générique, qui est le nom de sa mère, en fait. Ah, c'est ça, je veux dire, il doit y avoir des liens avec quelque chose. L'autre, je ne sais pas c'est quoi le lien, mais pour la direction photo, c'est Peter Andrews. Fait que, voilà. Fait que ça serait intéressant d'aller décortiquer dans ses autres films quel pseudo il utilise. Mais c'est un peu drôle, c'est connu, mais c'est lui. Puis... Ouais, je sais pas, mais les frères Cohen aussi pour le montage, ils prenaient toujours un pseudonyme, fait que je sais pas pourquoi. C'est eux qui le faisaient. Ouais, c'est eux qui font le montage, mais jamais sur leur vrai nom. Fait que... Ah, tu vois, Sean Baker, lui, il l'assume. Lui, il l'assume, ouais. Peut-être, je sais pas si c'est une question de guilde, d'être à ce moment-là, il faut que tu sois membre. Il y a peut-être une technicalité là, qui nous échappe parce que mais là, c'est quand même un peu étrange, mais je sais pas. Oui, mais d'un autre côté, ça devient ridicule de dire t'as juste à donner un faux nom puis créer, puis on le sait, puis c'est public, mais dans le fond, tu le fais. Fait que je sais pas. Mystère. Ouais, mystère. Ou c'est pour créer justement cet élément-là. Fait que là, je peux aller voir. Peut-être qu'ils veulent juste pas trop leur nom au générique aussi. Mais si il faudrait regarder, tu sais, sur Letterboxd ou IMDb ou quoi, fait que c'est pas écrit Soderbergh, ça va être écrit son porte-nom. Puis ça mène toujours à une fiche qu'on sait pas c'est qui, puis cette personne-là a un seul projet, puis c'est seul. Ça doit être ça, là, parce que je pense pas qu'ils réutilisent le même nom à chaque fois. Puis il faut ça serait drôle. Soit peut-être, je sais pas, certain que tu gagnes pas de prix, ou si tu gagnes un prix, ben là, tu vas te présenter en tant que toi-même. Ça, c'est le truc qui serait assez comique d'être nominé puis tu gagnes aux Oscars pour le montage. Ouais. Écoute. Ben, où tu te ça va peut-être arriver un jour. En tant que réalisateur du film, puis tu dis, il pouvait pas être présent. Fait que ça serait joué, ouais. Ça serait joué la comédie jusqu'au bout. Mais je sais pas si ça... Ben, OK, heureusement, c'est le nom de sa mère, parce que ça peut mal paraître, parce que, tu sais, on est beaucoup dans des combats d'équité sociale. Fait que là, de dire, j'engage pas vraiment une femme, mais je mets un faux nom que c'est une femme, va être comme, ouais, c'est un peu bizarre, là, ton truc, là. C'est sketchy. Est-ce qu'on reste dans l'espionnage? Oui. Tu voulais aller de quel côté? Je voulais aller du côté j'allais dire la France. Je sais même pas si c'est français comme film. D'accord. Les fantômes de Jonathan Millet, oui. Oui, ça doit être une coprode en film. Oui, c'est ça, parce que c'est un cinéaste français et tout, mais ça met en scène plus des réfugiés syriens, mais c'est vrai qu'ils sont en Strasbourg, ouais, c'est ça. Ça voyage. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va suivre un membre d'une organisation secrète qui traque des criminels de guerre. En fait, c'est un réfugié syrien. Puis avec d'autres réfugiés, d'autres Syriens, essaient de retrouver donc leurs bourreaux. Leurs bourreaux, voilà, merci du terme judicieux, qui les ont torturés, qui ont tué leurs amis, leurs familles, et que maintenant que la guerre est finie, se sont sauvés, comme on a vu beaucoup par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, des soldats nazis qu'on essaie de retrouver à gauche et à droite. Il y a eu d'autres films là-dessus, et des histoires vraies. Alors, ce réfugié-là, donc, j'ai oublié de noter son nom, il pense avoir... Il y a plusieurs noms. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je pense que c'était-tu Amir dans une grande partie du film. Donc, il pense avoir retrouvé à Strasbourg son ancien tortionnaire. Fait qu'il va le suivre tranquillement tout au long du film de reculons. Mais là, on est dans quelque chose de encore plus concret. Là. Il n'y a pas des armes à feu puis des choses comme ça. Il fait juste les pieds de loin, le suivre dans un café. Un peu French Connection, mais moins organisé parce que c'est une organisation secrète, donc moins... à livre ouvert, si on veut. Et en écoutant des extraits audio de leurs témoignages des survivants, essayer d'identifier les indices qu'eux se souviennent. Parce que quand tu te fais, j'imagine, torturer longtemps par quelqu'un, si tu vois qu'il y a une cicatrice sur la main, tu finis par t'en souvenir, puis c'est l'affaire que tu veux savoir pour le retrouver. T'sais. En plus qu'ils étaient masqués, ils avaient une cagoule, fait que c'était à l'odeur qu'ils ressentaient. En tout cas, fait que oui, c'est... Fait que dans sa mise en scène, Jonathan Millet nous met beaucoup ça, nous autres aussi. C'est très sensoriel de retrouver par l'ouïe, par les témoignages que le personnage écoute. Nous aussi, on les entend. Fait que là, quand après, il se rapproche de l'autre, il essaie de ressentir son odeur, des traits significatifs, une démarche, des choses comme ça. Ouais. Fait que c'est un film qui est assez lent, mais qui
qui s'accélère tranquillement juste à voir est-ce que c'est vraiment lui. Plus il pense que c'est lui, plus la charge émotionnelle monte, mais aussi il veut pas perdre sa filature. Ce qui est intéressant, c'est que pour communiquer ensemble, tout ce réseau-là qui sont un peu partout en Europe, joue à un jeu de guerre, en plus, un jeu vidéo de guerre, puis parle comme ça à micro ouvert. Puis j'ai su que c'est comme une vraie façon de faire. Là. Les groupes, souvent secrets, font ça pour vrai parce que c'est une façon que tes communications soient pas enregistrées et tout. Fait que tu t'inscris à un jeu online, tu te fais ton clan ou je sais pas quoi, puis tu parles à micro ouvert plutôt que des appels, des zooms, des n'importe quoi qui laissent des traces numériques. Là. C'est juste un flux de données probablement non enregistré ou juste perdu à jamais parmi toutes ces shit et ces insultes qui se disent dans les jeux vidéo. Et c'est des choses qu'on y reviendra avec Novocaine, ce qu'ils font aussi parler online. Voilà, je te passe un peu. Ouais, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était un drame fascinant. J'ai bien aimé ce genre de thématique qui m'intéresse beaucoup, très bien joué aussi. À noter que deux des comédiens, dont que Taoufik Bardom et Julia Franz Richter, donc l'Allemande qui fait partie un peu du groupe clandestin. Qui rencontre sur le banc de parc. Ouais, c'est ça. Et donc, lui qui est soupçonné d'être le bourreau ne parlait pas français avant la production du film. Donc, il a appris vraiment pour le film. C'est quand même audacieux de prendre ton acteur qui parle pas français pour ton film qui parle. Ben, pas tout le temps, mais à certains moments, là, c'est ça. Ouais. Fait que boum, très bon job de Jonathan Bien, mais tu l'as dit, c'est toute la réalisation, la façon de présenter l'histoire, de nous la raconter par le son, fait penser à The Conversation de Coppola ou au Blowout de Palma. Très intéressant. Puis on sent que c'est très méticuleux aussi, très précis dans sa mise en scène. Et lui, Jonathan Millet vient du documentaire. D'ailleurs, à l'origine, le film devait être un documentaire. Okay. Et c'est en s'informant qu'il a appris ces réseaux-là, justement, qui existaient, qui l'a fasciné puis qui a décidé d'en faire une fiction. Fait que moi je pense que c'est un film que je recommande chaleureusement. Et Adam Bessa, je sais pas s'il prononce son M, il est incroyable là, dans ce film-là. C'est lui qui le porte sur ses épaules, toute cette retenue-là, de cette espèce de personnage-là qui est complètement brisé parce qu'il a perdu sa famille en Syrie et tout. Il parle peu, mais tout passe par son regard. Puis là, c'est une question difficile. Est-ce que tu passes à autre chose, tu essaies d'oublier puis tu rebâtis pour avoir une vie heureuse ou tu restes dans ton trauma à manger de la même affaire pour essayer de te venger? Est-ce que ça va vraiment... Ultimement, ça va pas te ramener les gens que tu as perdus, mais est-ce que ça va te satisfaire assez pour après pouvoir passer à autre chose? C'est une question qui est explorée ici aussi. Oui, tout à fait. Puis, je savais pas, il y a quelques semaines, j'ai écouté justement un film d'action un peu débile, Extraction, sur une populaire plateforme. Puis, ça est dans les deux films. Dans Extraction 1 puis 2, il fait partie de son équipe d'associés là, qui sont là à l'occasion. Quand même acteur international qui dans des films d'action, polyglotte, parle plusieurs langues et tout. Il était dans Là d'où l'on vient de Myriam Jouber qu'on avait écouté, c'était à l'automne, je pense. Oui, à l'automne, oui. Fait que visage très, très intéressant. Puis en même temps, le film, un peu la réalité rattrape la fiction, ou avec la chute dans la série du régime politique là-bas, la prison a été libérée, en fait. Fait que dans le fond, dans leur film, la prison dont il a été prisonnier existe vraiment, réellement, et ils avaient beaucoup de détenus politiques ou de dissidents, de gens qui étaient contre le régime donc en place. Alors, c'est quand même intéressant de vivre ça dans la vraie vie, de prendre connaissance de cette prison-là et qu'elle se retrouve au cœur d'un film qui a été tourné l'année passée ou il y a 2 ans peut-être. Donc, on va voir, Les Fantômes. Oui, c'est ça. Ça avait été présenté à Cannes en mai dernier. Bon, on reste à l'étranger avant de revenir aux États-Unis. Je sais plus t'es où. Allons avec Marcello Mio de Christophe Honoré. Avec principalement Chiara Mastroianni. Oui. As-tu Chiara? Chiara, c'est ça. Qui est la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, qui sont deux comédiens extrêmement populaires. Deux légendes du cinéma européen, oui. Mastroianni est décédé. Oui, quand même. Exact. Fait que ce film de Christophe Honoré-là est assez singulier parce que ça met en scène des gens qui existent dans une genre de version alternative de leur vraie vie. C'est-à-dire que ça pourrait leur arriver. Donc, au générique, il y a aussi Fabrice Lucchini, Benjamin Biolay, Nicole Garcia, Melville Poupeau, dans tous leurs propres rôles. Ils jouent tous eux-mêmes.
Chiara est un peu mêlée parce qu'elle continue à passer des auditions. C'est une actrice établie en France et tout. Et réalisatrice aussi, des fois. Je ne suis pas certain. Puis elle est mannequin. Elle fait comme plein de choses. Une face connue. Fait que là, elle fait des auditions. Puis elle pratique pour un rôle avec Nicole Garcia. Puis là, Nicole, avec Fabrice Lucchini, puis là, elle dit sois moins Deneuve, sois plus Marcello. Puis là, ça comme vient la mélanger. Puis elle va dans une espèce de crise identitaire s'habiller en monsieur puis dire je suis Marcello Mastroianni. Fait que donc essayer de le faire revivre. Et ça va être pour le meilleur et pour le pire dans son entourage. Fait que sa mère comprend pas, son conjoint ou ses ex, là, Melville Poupeau puis Biolay aussi sont un peu largués par rapport à ça. Puis Fabrice Lucchini, lui, était comme en obsession devant lui, devenir son ami. Oui, c'est ça. Il a toujours adulé Mastroianni. Fait que là, il est comme quasiment en amour / en amitié. Tout ça est un peu flou. Fait que ça donne une comédie dramatique très sympathique, finalement, qui est une espèce d'hommage fantaisiste, dans le fond, au légendaire Mastroianni. Et au monde du cinéma. Donc, parce qu'il y a des clins d'œil à des films populaires de Mastroianni et autres. Tout à fait. Et on parle beaucoup, évidemment, du métier d'acteur. Fait que moi, c'est le genre de film qui me plaît bien. Comédie fantaisiste aussi. J'aurais aimé un peu plus de folie. Je peux mettre une petite réserve. Je trouve que c'est un peu lent avant qu'on embarque dans la proposition, mais une fois qu'on y va, je trouve ça drôle. Fabrice Lucchini est tordant. J'ai adoré sa proposition. Son personnage, puis c'est le fun de voir aussi Chiara jouer avec sa mère, Catherine Deneuve, qui l'ont fait à quelques occasions, mais c'est quand même toujours un peu singulier de voir ça à l'écran, d'autant plus qu'elle a un héritage quand même un peu lourd à porter sur ses épaules, Mastroianni quand même, là. Mais fait que je voulais quelque chose d'un peu léger, d'un peu décalé. Marcello Mio, très intéressant. Des beaux paysages aussi. Ça se déroule en partie en Italie aussi. Fait que moi, j'ai quand même bien apprécié ça. Comme je dis, malgré que j'aurais peut-être poussé un petit peu plus la folie. D'ailleurs, j'ai fait un entretien avec Christophe Honoré, qui sera bientôt en ligne sur monciné.ca. Donc, qu'on discute. Parce qu'en fait, lui, c'est le 7e film qu'il fait avec Chiara quand même. C'est un peu s'amuse, ouais. Donc, puis, c'est à force de côtoyer elle et Catherine qui a eu cette idée-là un peu saugrenue. Ça, parce que l'idée vient même pas de Chiara. Non, c'est vraiment lui qui a eu ça, qui leur a proposé cette idée-là. Et ils ont comme accepté. Vas-y, reviens-nous avec un scénario, puis on verra ce que ça donne. Mais on est prêt à jouer au jeu. Puis d'ailleurs, c'était très drôle parce que Melville Poupeau et Benjamin Biolay jouent les ex de Chiara, mais qui sont ses vrais ex dans la vie aussi, ça. Qui ont vraiment sorti avec elle. Fait que tout ça est un peu... Fait qu'on imagine qu'ils ont encore vraiment une forme de relation encore soudée. Là, ouais, j'imagine. C'est genre d'ex qui sont restés amis. Si tu acceptes de jouer dans ce genre de film-là... sûrement que ça s'est terminé d'une belle façon. Donc, enfin, en tout cas, la relation demeure cordiale. Fait que vous pourrez lire cet entretien-là pour un film qui est assez singulier. Restons dans le singulier aussi avec Opus de Mark Anthony Green. On va suivre une jeune autrice dans un genre de Rolling Stone. Ouais, c'est ça. Ouais. Rolling Stone Magazine, là, un journal rock et culturel cool. Est invitée avec son patron et d'autres personnalités et géants, mettons, du monde médiatique, là, des animateurs radio, des photographes paparazzi, des choses comme ça, à la résidence recluse d'une star de la pop. Donc, on parlait dans Entrée de jeu. J'ai oublié le nom du personnage, j'ai oublié son nom. Je vais le trouver. Bref. Qui a comme disparu depuis 30 ans. Il n'a pas sorti d'album, rien, puis c'était la grosse star qui a vendu des millions, des milliards d'albums, etc. Fait qu'ils se font inviter pour le lancement, si on veut, pas le lancement, mais la première écoute exclusive de son album, son nouvel album, pour montrer la tournée. Puis ils savent que c'est toujours un weirdo. Elle connaît pas tant, mais elle se fait dire non, c'est toujours weird, ses affaires, ses sorties de presse, etc. Fait que là, il faut qu'ils prennent un avion et un autobus pendant 3-4 heures, puis ils arrivent dans une espèce de ranch au Nouveau-Mexique, où on va réaliser que tout est un peu weird et peut-être que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Son nom est Alfred Moretti. Ah, c'est ça, Moretti. Alfred Moretti. Fait que c'est John Malkovich qui joue donc cette espèce de
d'illuminés, comme on dit, post-Prince, David Bowie. Peter Gabriel, je l'accepte ouais, c'est ça. aussi. Je trouve que dans la musique qui ouais, crée pour le film... pop un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose de... Tony Levin aurait pu jouer de la bass là-dessus. Là. C'est Ayo Edebiri qui joue cette jeune journaliste qu'on a vu, qu'on a adoré dans Bottoms et dans la série The Bear, pour ceux qui écoutent ça. Juliette Lewis aussi fait partie de ces invités. Ouais, les autres icônes invités, etc. Fait que on est dans les thématiques assez classiques là, du culte de la célébrité et des apparences trompeuses, d'être invité à un endroit où finalement on va pas du tout se sentir en sécurité. Voilà. Ouais, toi, ajoute quelque chose à ça. Là. Ben oui, écoute, c'est un film qu'on pourrait peut-être comparer, en tout cas, je pense qu'il veut s'influencer ou s'inspirer de Midsommar, mais sans que ce soit aussi glauque nécessairement. Mm-hmm. Mais on est un peu dans cette vibe-là il faut dire c'est produit, en tout cas, distribué par A24. Il y a le saut à 24. J'ai pas marqué s'il a été produit ou financé par A24. Donc déjà là, c'est un film qui va basculer dans les genres, effectivement. Quand même, trouvé ça intéressant par moment. Je pense que c'est le genre de film que tout repose un peu sur la chute. Si vous appréciez la chute, le punch final, je pense que vous allez aimer ça. Mais je pense que c'est pas complètement satisfaisant. Je pense que c'est quand même un film qui peut être intéressant à voir si vous aimez ce genre-là. Surtout en Ayo Edebiri, qui est une comédienne que j'adore beaucoup, qui est comme une nouvelle coqueluche à Hollywood. Je la trouve très sympathique dans le film. Puis je trouve que la part de mystère est quand même bien amenée tout le long. Tu sais, vraiment, ça a pris quand même pas mal longtemps là, avant de deviner qu'est-ce qui se passe. Tu es vraiment un peu perdu. Là. Et vers où on va s'en aller. Il y a plein de possibilités. Puis John Malkovich joue quand même du John Malkovich, mais je suis pas sûr, honnêtement, que c'était peut-être la meilleure personne pour jouer ce rôle-là. C'est dur à croire qu'il est une icône sexy de pop. Effectivement. Puis quelqu'un a comme parlé de Jared Leto dans notre entourage, puis je pense que ça aurait plus fonctionné parce que plus... ce look-là, ce charisme-là de gourou un peu. C'est ça. Mais là, il aurait fallu juste qu'il enlève le fait que ça fait 30 ans. Ça aurait pu être 15 ans, puis je pense que ça aurait pu être 8 ans, puis ça aurait été correct là, pour ce qui se passe là-dedans. Là, mais on voit que Malkovich se donne un grand plaisir à jouer ce personnage. Oui, je pense que c'est un rôle, une composition très agréable, comme tu dis. Tout à fait. Je pense que la faiblesse du film, c'est peut-être les côtés horreur. C'est comme éventuellement, ça va finir dans cette affaire-là, il va y avoir des affaires assez sinistres et tout. Puis je pense que c'est là que le film se démarque pas vraiment comparé à d'autres du genre. Ouais. T'as parlé de Midsommar, par exemple, qui a des scènes encore... iconique, c'est ça, là, de l'ours, les fleurs, même si c'était pas nécessairement gore, c'était juste très troublant. Ouais. On dirait que le film essaie de le faire, mais ça, il parvient pas, malheureusement. Mais voilà, ça fait pas quelque chose de complètement inintéressant non plus. Puis, à noter quand même, au générique, une certaine Amber Mid-Thunder, qu'on retrouve dans le prochain film aussi, qu'on va vous parler. Donc, c'est comme un doublé pour cette comédienne-là. 2 films qui sortent la même journée. C'est assez particulier. Elle a un rôle muet dans Opus, en fait. Je ne sais même pas si elle parle une chose, peut-être. Elle joue comme une espèce de garde du corps qui est obligée de surveiller le personnage de Ayo. Et puis sinon, Novocaine de Dan Burke et Robert Elson, où elle plus brillé, disons ça comme ça. Voilà, Novocaine au Québec, tout simplement, avec Jack Quaid, que lui aussi on a vu il y a vraiment pas très longtemps dans le film d'horreur, comédie d'horreur Companion. Rappelons, fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, et littéralement un portrait craché de ces deux-là en même temps. Vraiment, oui. Des fois, il est très Meg Ryan, puis d'autres fois, c'est très Dennis Quaid. C'est assez troublant à voir. C'est ça. Amber Mid-Thunder, comme tu as nommé, qui était aussi dans le... Ça m'a pris du temps, mais dans le film Prey. Effectivement, c'est ça. J'avais l'héroïne. Pas fait le lien. Il faut dire qu'elle était très maquillée dans Prey aussi, avec son maquillage
de Première Nation, mais oui, elle avait vraiment tourné des têtes avec ce film-là. Voilà. Et Ray Nicholson, qu'on avait vu dans Smile 2, mais qui est dans de plus en plus d'affaires, fils de Jack Nicholson. Commence aussi. Film plein de beaux et jeunes et jeunes. Ouais, peut-être, hein? Certains diraient ça. Cela dit, on y viendra, mais beaucoup de qualité pour le Jack Quaid et Ray Nicholson. Ça me mélange vraiment parce que j'ai toujours envie de dire Jack Nicholson, mais c'est pas tant parce qu'ils ressemblent, c'est juste parce qu'on parle de Jack Quaid et Ray Nicholson. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Novocaine? Le personnage de Jack Quaid qui s'appelle Nathan Kane, il a une condition médicale très très rare qui le rend 100% insensible à la douleur, ce qui n'est pas sans rappeler. Dans un des James Bond, le personnage qui s'appelait Renard. Oui, c'est vrai. Joué par Robert Carlyle, exactement, que lui aussi n'avait aucune sensibilité, aucun système nerveux, si on veut. C'est ça, The World is Not Enough. Voilà, ouais. C'est ça, avec Sophie Marceau. Donc, lui, il mène une existence ultra protégée parce que comme il ressent pas la douleur, il a énormément peur de se couper, de se blesser, de pas s'en rendre compte, puis de mourir au bout de son sang ou quoi que ce soit. Fait que c'est un assistant gérant de banque, il est très square, il mange même pas, il fait juste boire des liquides, il a peur de se mordre la langue. Et il va commencer à avoir une petite idylle de peut-être rencontre qui briserait sa routine et sa monotonie avec une des caissières de la banque qui le trouve très intéressant, ils discutent, etc. Mais là, il va arriver un braquage à cette banque-là et elle va être faite otage et les larcins, dont Ray Nicholson fait partie, vont se sauver avec elle. Et là, il dit, bon, là, la police, elle va pas les aider, c'est trop long, puis surtout que les polices autour sont en piteux état. Fait qu'il dit, je vais partir à la poursuite, puis je vais transformer ça, cette résistance à la douleur, en espèce de super pouvoir, puis essayer de la retrouver. Mais là, ce qui va arriver, c'est que les policiers vont penser que lui-même est un des associés de ça, puisqu'il se sauve avec des chars de police, puis des guns et des affaires de même. Twist intéressante, c'est qu'il devient pas un super combattant et un... quand même maladroit. C'est ça, manier parfaitement l'arme à feu puis savoir tirer puis tout, comme ça arrive des fois qu'on dirait que le rush d'adrénaline te rend super bon. Tu sais, la plupart du film, c'est lui qui se fait péter la gueule, mais qu'à un moment donné, il utilise ses propres blessures à son avantage de se tremper les mains dans l'eau chaude ou d'utiliser, on le voit dans la bande-annonce, du verre brisé dans ses poings pour se battre puis des choses de même. Ouais. On est vraiment dans une violence bande dessinée. Ouais, faut embarquer si vous voulez apprécier le film. On met le cerveau off, on accepte qu'il y a quand même des invraisemblances dans le scénario. Oh, une ou deux, hein, certainement. Oui, mais c'est ça. C'est comme une BD. Je pense que le rapprochement peut être fait avec The Boys, justement, dont Jack Quaid fait partie, joue dedans. Fait que si vous appréciez ce genre d'humour-là, de violence-là, de mise en scène de combat, vous allez apprécier Novocaine qui renouvelle pas la roue, mais par sa prémisse quand même un peu originale. Ça fait que c'est rigolo à regarder. On a le sourire par moment. C'est ça, en fait, c'est la prémisse et le charisme de Jack Quaid. Éventuellement de Ray Nicholson qui a, on l'a utilisé dans Smile 2, il y a l'espèce de sourire un peu démoniaque que son père était capable dans The Shining, entre autres et tout. Il l'utilise à bon escient, il aime ça jouer un pur trou de cul, un méchant dans ce film-là, qui va être l'ultime boss, évidemment. Fait que, c'est ça, fait que c'est très sympathique. Tu sais, je dirais que c'est un gâteau d'épicerie, là. C'est pas la plus grande pâtisserie d'une compétition culinaire. C'est un bon gâteau McCain. Mais c'est très bon, exactement, une fois de temps en temps. Puis finalement, tu le manges au complet puis tu le remets même pas au congélateur. Écoute, faut pas s'en vouloir. Voilà, fait que ce thème-là, je pense qu'il va avoir quand même plus de succès et c'est beaucoup plus réussi que, mettons, Lovers, qui a eu quelques semaines, que lui a vraiment passé à côté de la cible. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit peu plus de budget aussi, à moins que je me trompe, là, mais visuellement, je pense que Novocaine a un peu plus de moyens. On presse moins le citron sur la parfaite romance. T'sais. Vu qu'il court après la fille pour la rattraper, il n'est pas tout le long du film en train de passer à 2 pouces, l'embrasser et tout. Là, il essaie de la retracer. Un film qui se passe sur comme 2 jours, dans le fond. Là, une date ou 2, puis toute la journée du braquage sur toute cette journée-là. Là, fait une espèce de course effrénée, un peu à la ambulance de Michael Bay. Voilà.
Autre sortie, le documentaire Machine de rêve de Bruno Bouliane qui se déroule sur l'île aux Grues, donc très près de la ville de Québec et des environs. On va suivre un concurrent de course de canot à glace qui fait souvent la course du Carnaval de Québec, entre autres, qui est une des très grandes, qui va bâtir une embarcation en bois avec l'aide d'un des derniers artisans canotiers. Donc, comment on fabrique un canot, toute l'histoire autour de ça. Fait que dans l'œuvre de Bruno, c'est clairement inspiré du cinéma vérité de Michel Perrault et... Pierre Perrault, Michel Perrault et... Non, Michel Brault et Pierre Perrault, c'est ça? Ah, c'est ça, OK. Perrault puis Brault, ça se mélange. En tout cas, oui, le fameux... Je pense. La chasse aux marsouins et tout, là. J'oublie le titre du film. Je m'excuse pour... C'est un classique du cinéma puis qui a ouvert le monde du documentaire et tout, mais on est là-dedans. On filme des artisans qui travaillent et etc. Mais un très beau film sur une espèce de mémoire collective du canot à glace qui anciennement était un moyen de transport. Aujourd'hui, un divertissement et une course, mais... c'est pas des pecnos qui ont des clampins qui ont jamais fait ça puis du jour au lendemain ils font la course là. Ils s'entraînent quand même à l'année longue et tout, plus la fabrication du canot puis ce savoir-faire là puis le travail du bois et tout, fait que c'est un très beau film puis assez court là, 1h15. Si je me trompe pas, je pense qu'en plus ils sont en tournée, fait que surveiller comme la plupart des docus, ouais. Exact, ils s'en vont à gauche puis à droite, des fois ils traînent leur canot avec eux pour certains trucs. Quand même un gros canot, un canot à glace là, que je me souviens plus c'est quoi, t'es 4 je pense en équipe, fait que ça prend quelques paires de bras pour transporter ça. Voilà. Puis sinon, je pense qu'on avait parlé de Incendie qui, pour le 15e anniversaire, qui était ressorti, mais il y a eu un très bon succès en salle, fait que plusieurs cinémas le reconduisent, d'autres qui n'avaient pas pris part à l'aventure embarquent dans le bateau. Des fois, des ressorties de films comme ça, autant américaines que québécoises, ça marche pas pantoute, puis des fois, c'est des très gros hits, puis Denis Villeneuve a vraiment l'amour du public, et je pense que il continue d'impressionner par son cinéma et les gens aiment revoir ou redécouvrir ou prendre le temps de voir. On parlait à des collègues, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas vu, Incendie. Ben effectivement, je vais dire ceux qui sont dans la vingtaine, peut-être jeune trentaine, évidemment, ils n'ont pas vu ça au cinéma. Fait que c'est une belle occasion de redécouvrir ce grand film, tout à fait. Puis qui peut être un complément avec Les Fantômes, justement. Aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est un beau duo de guerre et de torture syrienne. La semaine prochaine, là, on tombe dans, je pense, le plus gros blockbuster depuis un bon moment, à moins que ça se pète la gueule, mais Blanche-Neige, Snow White, qui sort le 21 mars, avec Rachel Zegler et Gal Gadot, qui fait controverse. Mais... Très controverse. On verra à quel point ça va avoir un impact sur le box-office. Ben moi, je pense, en tout cas, qu'elle a tout à fait le casting pour être une belle madame fâchée contre les jeunes, qui fait la méchante reine, finalement. Jouer avec le feu. Avec Vincent Lindon et Benjamin Voisin, des Illusions perdues. Très bon film aussi sur la radicalisation. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un de tes enfants aller vraiment là où tu veux pas qu'il aille, finalement? Fait que, sujet très d'actualité. Depuis quelques années, on sent que les gens se radicalisent en ligne. Non, c'est ça. Fait que, j'ai bien hâte d'en reparler. Fait que, voilà. T'avais-tu un entretien avec les sœurs réalisatrices, autrices? Colin, ça se peut? Colin, oui, je crois que c'est ça. Oui, ils sont très sympathiques en plus. OK. Fait que je pense que ça va donner un bel entretien, effectivement, sur le sujet. On reparle de tout ça la semaine prochaine. Ouais. Pour nous contacter, écrivez-nous, comme d'habitude, par courriel balado@commercial-monciné.ca. Et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le Magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Petit rappel que le nouveau volume est là depuis début mars à peu près, lui avec Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf pour Deux femmes en or, qui est en couverture. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, justement, je vous rappelle aussi que sur le site Internet, nous avons un entretien avec Serge Giguère, réalisateur du film Maurice, et celui de Christophe Honoré qui viendra dans les prochains jours. Et sur ça, je vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis il y a eu le phénomène Barbenheimer. Oui. Fait que là, moi, je lance un nouveau défi en fin de semaine. Novopus ou Opus Caine. Je sais pas encore sur quel je vais trancher. Ça me fait juste penser à Michael Caine quand ça finit. Et qui est dans aucun des films cette semaine. Mais je vais lancer ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va être un véritable phénomène viral. On est déjà vendredi, fait qu'on va voir lundi au box-office si en 24 heures tu peux reacher à ce point-là. Alors, bonne projection double d'Amber Mid-Thunder.